va prolonger l'exploration des leviers agronomiques autour de la transition agroécologique et de la gestion de l'eau, avec des exemples proposés par Juan David Dominguez et Nicolas Urruti, autour d'un thème qui est le suivant: transition agroécologique des systèmes méditerranéens. Vous faites un zoom sur notre belle région. Une équation à beaucoup d'inconnus. Bien joué. On commence, Nicolas, pour démarrer avec quelques redéfinitions, quelques termes du débat à redéfinir. Absolument, merci Pierre, bonjour à tous. Alors pour mettre à l'aise Juan, j'avoue que je suis le seul responsable de ce mauvais jeu de mots. Mais vous l'avez compris, donc on va parler de transition agroécologique. Et dans transition agroécologique, il y a évidemment le terme de transition qui évoque le passage d'un type d'agriculture à un nouveau type d'agriculture. Alors qu'est-ce qu'on essaye de quitter et où est-ce qu'on veut aller? Je repositionne peut-être juste quelques concepts assez schématiques, excusez-moi. Mais pour dire que peut-être l'agriculture qu'on essaye de quitter, c'est l'agriculture du paradigme du contrôle, au sens où c'était une agriculture où on recherchait souvent la monoperformance, notamment la production, le rendement, en maximisant le potentiel génétique des espèces végétales ou animales qui étaient cultivées. Et on faisait ça notamment en essayant de lever l'ensemble des facteurs limitants du milieu qu'on considérait comme carencés. Donc on a du coup développer des périmètres irrigués pour lever le stress hydrique, le problème de sécheresse. On a utilisé des engrais pour lever les questions de carence en éléments minéraux, les produits phytosanitaires, etc. Et l'eau pouvait être vue comme un intrant de maximisation du rendement et donc d'une monoperformance. Ce modèle-là, il a été déployé dans beaucoup de pays, nos pays européens, occidentaux, mais aussi les pays émergents avec le concept de révolution verte. Et avec, on l'a vu lors d'une étude récente menée par le COSTEA, des problématiques de verrouillage socio-technique assez fréquents dans les périmètres irrigués les plus standardisés, avec des monocultures et des problématiques de diversification et d'innovation agroécologique. Et dans ce paradigme du contrôle, souvent les indicateurs qui permettaient d'évaluer l'agriculture, c'était les questions, alors on l'a évoqué, d'efficience de l'eau, de productivité de l'eau. Il y avait le fameux slogan more crop per drop, pour signifier qu'on voulait aller au plus loin dans l'optimisation de l'eau pour des fins agricoles, alimentaires et de rendement. Et donc, force est de constater aujourd'hui que ce paradigme du contrôle, il est face à un contexte assez défavorable parce qu'on est de fait face à une instabilité croissante, instabilité à la fois climatique, économique, sociopolitique, enfin il y a plein d'instabilités, qui fait qu'on contrôle de moins en moins les choses et qu'on peut de moins en moins les contrôler. Il y a aussi une raréfaction de la plupart des intrants, dont l'eau, qu'on observe en France et dans le pourtour méditerranéen bien sûr, et une stagnation des rendements aussi depuis pas mal d'années sur les principales cultures cultivées. D'où la nécessité d'aller vers ce nouveau paradigme, alors que j'ai qualifié de résilience. C'est un concept qui peut être un peu passe-partout, mais quand même qui reste intéressant, et qui vise, au contraire du paradigme du contrôle, à plutôt combiner différentes performances, donc la fameuse multiperformance de l'agriculture, où on cherche non plus un optimum, mais une viabilité ou un compromis entre différentes performances. Et on ne considère plus dans ce paradigme le milieu comme carencé, mais on cherche plutôt à stimuler les fonctionnalités de l'écosystème. Donc il y a une approche systémique qui est notamment envisagée. Et l'eau peut être vue comme un facteur de régénération, l'eau de régénération de l'activité microbienne et de toutes les propriétés qui sont favorables à l'activité agricole. Par contre, c'est un modèle évidemment qui a une forte dépendance au local, dans le sens où les recettes qui sont pertinentes ici autour de Montpellier ne seront pas les mêmes que celles qui seront pertinentes dans le pays d'Aix ou au Pays Basque, etc. Donc il faut un besoin d'accompagnement et des agriculteurs et des conseillers et des filières dans chacun de ces territoires-là. Donc ça demande pas mal de moyens et voilà. Les indicateurs de performance, alors c'est plus trop, enfin ça pourrait continuer à être évidemment des notions d'efficience et de productivité, mais auxquels il faudrait rajouter aussi sûrement de nouveaux indicateurs comme les notions de vulnérabilité face aux risques, de robustesse des performances, donc de ne pas être seulement bon en moyenne, mais aussi d'être stable dans la variabilité. Et on l'a beaucoup évoqué, la notion aussi de service écosystémique. Alors pour revenir à la question de l'eau et au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'interaction entre l'agroécologie et les besoins en eau de la parcelle ou du territoire, il y a quand même
encore beaucoup d'inconnus, selon moi. Souvent, en tant que bureau d'études à la SCP, on est aussi questionné sur des scénarios prospectifs où on envisage voilà, des transitions agroécologiques, des changements d'assolement, mais aussi, pourquoi pas, des changements de pratiques, d'itinéraires techniques. Et c'est très difficile quand on commence à insérer dans les équations ou dans les calculs des associations de culture, de l'agroforesterie, parce qu'on manque de références. Et effectivement, les travaux que vous venez de présenter risquent d'être riches parce que on a besoin du moins d'avoir des références pour acquérir ça. Il y a aussi la question de la transition. Juan il viendra peut-être juste après. Il y a effectivement une période souvent dans cette transition agroécologique qui n'est pas évidente, qui est assez inconfortable pour les agriculteurs et source de contre-performance. Donc ça aussi, c'est comment est-ce qu'on le prend en compte dans nos calculs et nos scénarios. Et enfin, voilà, je dirais aussi qu'il y a une diversité. Enfin, ce qui est délicat, c'est la combinatoire de toutes ces hypothèses de changement de pratique, de changement climatique, qui fait qu'on a besoin à la fois de référentiels, mais surtout de modèles qui nous permettent d'extrapoler des résultats et de pouvoir ensuite donner des clés, des éclaircissements au pouvoir public dans le cadre de nouveaux travaux d'irrigation. Ouais, voilà. Merci. Juste avant de passer la parole à Juan, je voulais moi te redemander, justement sur cette période de transition, quel rôle peut avoir joué, je vais mettre les mots dans le bon sens et dans le bon ordre, quel rôle peut l'eau, l'eau là-dedans pour faciliter la transition? Est-ce que c'est un moyen peut-être de sécuriser une forme de prise de risque pour des agriculteurs pour faciliter leur transition? Sûrement. C'est vrai c'est en tout cas ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont l'accès à l'eau innovent, enfin du moins ont cette assurance entre guillemets de sécuriser leur rendement qui fait qu'ils peuvent tester plus facilement des choses. Mais je vais laisser... Et la mise en place de couverts peut-être aussi, par exemple. Exactement, ouais. Juan, place à votre place plutôt, à votre tour. Dis donc, j'ai du mal. De votre côté, vous avez entamé une thèse au sein de la SCP en tant que thèse CIFRE. Je n'ai pas précisé que Nicolas y travaille en tant que chargé d'études et agronome. Vous avez engagé une thèse donc, qui porte sur l'impact de l'agriculture de conservation des sols. On disait que c'était un enjeu de développer de nouvelles références sur ce système de production. Et vous regardez l'impact de l'ACS sur les flux d'eau dans le sol et sur les économies d'eau potentielles. Et vous allez nous présenter votre approche et puis quelques résultats préliminaires, parce que c'est un travail en cours. Tout à fait. Donc, notamment, vous l'avez compris, on s'intéresse d'abord sur une des pratiques agroécologiques qui s'intéresse notamment à l'amélioration des propriétés du sol. Je reviens sur les principes, mais ça a été déjà présenté. L'agriculture de conservation des sols, c'est un regroupement des pratiques dont le non-travail, la réduction du travail vers le non-travail du sol, la couverture permanente des sols avec des résidus végétaux vivants ou morts, et la rotation longue et diversifiée des cultures. Alors, qu'est-ce que ça a en lien avec l'eau? Donc, on s'est rendu compte, à partir de beaucoup de retours d'expérience et de la littérature, que l'ACS permet de faire la valorisation de l'eau, notamment de l'eau de pluie, et car ça a des impacts positifs sur les différentes propriétés du sol, et induisant en particulier, par exemple, un meilleur stockage de l'eau dans le sol et donc une meilleure résilience face à ce changement climatique qui est toujours présent. Et qu'est-ce qui se passe en région méditerranéenne où on sait que les conditions climatiques peuvent être un peu différenciées vu qu'on observe des cas extrêmes, notamment des sécheresses. L'ACS montre aussi des bénéfices conséquents, notamment en système pluvieux, ça veut dire non irrigué, notamment sur l'humidité du sol et dans la disponibilité des nutriments. Alors, je veux faire une remarque ici particulière, c'est que les systèmes en agriculture de conservation des sols, ces bénéfices peuvent varier en fonction de la stabilité de l'agrosystème. Ça veut dire le grade d'ancienneté que ces pratiques vont avoir sur chaque parcelle vont être différentes déjà par cet temps de stabilité, mais aussi par contexte pédoclimatique spécifique. Donc, on s'intéresse déjà à voir qu'est-ce qui se passe dans les systèmes irrigués. On s'est posé des questions notamment sur les performances de l'agriculture de conservation, sur la gestion quantitative de l'irrigation, et notamment dans ce contexte méditerranéen. Est-ce qu'on peut optimiser les volumes d'irrigation, oui ou non? Et est-ce que dans cette phase de transition, parce que je reviens sur la remarque, la transition peut être différente par rapport aux systèmes qui ont été déjà évalués
qui sont très stables. Est-ce que dans cette phase de transition, on peut voir donc les mêmes effets? Et donc, au final, est-ce qu'on peut avoir des améliorations de l'efficience de l'irrigation, dont notamment la perte d'eau d'irrigation? Et si oui, à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de la saison culturelle? Est-ce que c'est une année, une rotation, etc.? Et finalement, est-ce que l'ACS c'est un levier pour faire face donc, au changement climatique? Alors c'est pour ça qu'on a donc entre INRA et Montpellier, de l'unité Géo et la Société du Canal de Provence, il a été conçu une thèse dont le nom dynamique du bilan hydrique et la gestion quantitative de l'eau d'irrigation, un contexte méditerranéen des grandes cultures, en transition vers l'ACS. Alors généralement, cette thèse, pour répondre à ces questionnements dernières, on a donc basé la thèse sur trois objectifs principaux. Dans le premier, c'est la caractérisation de l'évolution des propriétés hydrodynamiques du sol et les flux d'eau dans des systèmes en transition vers l'ACS, où notamment on a 2 sites d'études. Le premier, c'est un site en conditions contrôlées à Montpellier, qui a entamé la transition vers l'agriculture de conservation il y a 3 ans. Et donc le suivi a été réalisé pendant ces 3 ans. Parallèlement, on a donc le suivi des parcelles d'agriculteurs qui sont déjà en ACS depuis longtemps, où on fait aussi un suivi spécifique sur tout ce qui concerne la dynamique de l'eau dans le sol et certaines propriétés. Ensuite, on s'intéresse aussi à les pratiques d'irrigation. Est-ce que les pratiques d'irrigation changent en fonction de ce changement des pratiques? Pour cela, donc, on a donc conçu 3 axes, on va dire. Le premier, c'est un échange individuel avec chaque agriculteur qui a déjà un ACS, avec des enquêtes auprès des agriculteurs. Un échange collectif qui nous permet donc de favoriser et d'avoir des conclusions de façon collective sur notamment la gestion de l'eau autour de ces systèmes. Et aussi le suivi des volumes réels d'irrigation grâce à des compteurs connectés dans les parcelles des agriculteurs. Et cela nous amène donc au 3e objectif, et donc du sujet que parlait Nicolas, sur l'évaluation des performances d'irrigation des systèmes en ACS à l'aide de la modélisation, qui donc, nous permet donc d'utiliser un modèle d'optimisation de l'irrigation, notamment, vous l'avez déjà entendu, et Bruno peut-être va en parler dans la prochaine présentation, qui est appelé Optiric, qui a été un modèle de bilan hydrique qui a été conçu précédemment dans l'unité, et donc qui récemment a été l'objet d'une adaptation pour pouvoir l'utiliser dans ce contexte spécifique de l'ACS, car ces pratiques génèrent des changements spécifiques par rapport à des situations en une agriculture en labour conventionnel, par exemple, et donc notamment on a besoin de faire une adaptation spécifique qui nous permettra donc ensuite de faire la comparaison des besoins anothéoriques des cultures et au volume réel d'agriculteurs pour dire est-ce que le modèle est bien représentatif pour ce type de comparaison. Et ensuite, en prenant compte des pratiques réelles d'irrigation des agriculteurs, l'idée, c'est de pouvoir établir des simulations des scénarios prospectifs avec des situations climatiques différentes qui nous permettent d'observer à long terme qu'est-ce qui va se passer dans ces agrosystèmes. Alors, juste pour vous montrer quelques premiers résultats. Donc, par exemple, on a un exemple de simulation du modèle où on peut observer différentes variables. Là, je vous présente 3 variables qui parlent notamment, qui sont très représentatives de la dynamique de l'eau dans le sol et la croissance de la culture, où on peut faire des premières simulations et grâce aux données d'expérimentation, avoir des comparaisons entre les simulations et les observations et déterminer déjà si l'adaptation du modèle a été réalisée de façon correcte. Et ensuite, voir si, dans le contexte spécifique de l'ACS, on va avoir donc une bonne représentation de la parcelle qui va donc nous permettre de faire les simulations prospectives, comme je vous ai dit précédemment. Donc, notamment, là, vous voyez, il y a des points d'observation qui sont plutôt corrects, entre guillemets, avec les simulations, avec quelques paramètres à changer. Mais du coup les perspectives, comme je vous ai dit, c'est de vraiment aboutir à faire des évaluations de ces besoins en eau en contexte de la transition en agriculture de conservation des sols. Merci. Merci à toi, Juan David. On peut évidemment applaudir
Les deux interventions complémentaires.